Bonjour à tous. Récemment, grâce au département de la Seine-Maritime, j'ai pu découvrir un lieu que je n'avais encore jamais vu de mes propres yeux, c'est le théâtre antique de Lillebonne. Pour la petite histoire, moi enfant, j'ai vraiment découvert ma passion pour l'histoire à travers l'Antiquité, qu'elle soit grecque, romaine, égyptienne, même chinoise. Donc c'est une période qui m'est vraiment particulièrement chère. Pourtant, c'est vrai que quand on pense à la Normandie, on pense plutôt viking, ville médiévale, mais c'est une erreur de croire qu'il n'y a vraiment aucun vestige gallo-romain sur le territoire. Et Lillebonne en est la preuve. Donc c'est parti, suivez la guide pour un grand voyage dans le temps. Alors, tout d'abord, un petit point géographique. On part à Lillebonne, à environ une petite heure de Rouen en suivant les boucles de la Seine. Aujourd'hui, la Seine elle a pas mal dévié vers le sud, mais il faut avoir en tête que dans l'Antiquité, Lillebonne était un port, était vraiment le port d'estuaire important de la Seine. La ville normande de Lillebonne, elle a succédé à Julio Bona, nommé ainsi en l'honneur de Jules César, et c'était la capitale des Calettes, un peuple gaulois. Alors si une ville s'est implantée là et s'est développée autant, c'est évidemment en raison de sa présence sur la Seine, puisque c'était vraiment un carrefour stratégique d'échange de commerce entre la Britannia, donc la Grande-Bretagne, et le reste de la Gaule. Depuis le 19e siècle, on a mis à jour plusieurs vestiges antiques dans cette ville, par exemple des thermes, des villas, un aqueduc, des remparts, et bien évidemment notre fameux théâtre. Alors pour vous expliquer un peu l'histoire chronologique du théâtre, voilà ce que l'on sait. Il est construit au 1er siècle en même temps que l'installation des Romains, donc il est vraiment dès le départ intégré à l'espace urbain de Julio Bona. Il est principalement transformé, agrandi au 2e siècle, qui est vraiment la période de développement de la ville, mais vers la fin du 3e siècle, le lieu va perdre sa fonction comme lieu de spectacle. En fait, il va être entièrement bouché, consolidé pour être transformé en forteresse afin de protéger la population contre les invasions barbares. Alors dès le Moyen-Âge, il va complètement tomber dans l'oubli, on va même plutôt s'en servir comme carrière de pierre. Par exemple, au 8e siècle, les moines de l'abbaye de Saint-Vendry, qui est pas très loin, ils viennent chercher dans le théâtre des pierres pour aller reconstruire leur abbaye. Alors au fil des siècles, évidemment, les ruines vont complètement être recouvertes de verdure, on va complètement oublier qu'il y avait un théâtre là-dessous, et le terrain sera utilisé comme une exploitation rurale. Il va falloir attendre 1764 pour que le comte de Calus reconnaisse qu'il y a là-dessous un édifice antique. Pour autant, on va pas tout de suite le fouiller parce qu'entre deux, il y aura la Révolution française, le terrain il va être saisi, vendu comme bien national et encore une fois exploité comme carrière de pierre, verger, pâturage. Alors ce qui va pas mal aider, c'est l'acquisition d'une grande partie du terrain par le département de la Seine-Inférieure, donc c'est l'ancienne Seine-Maritime, en 1818. À partir de là, il va pouvoir y avoir plusieurs campagnes de fouilles qui vont se succéder jusqu'en 1841 à peu près. Entre temps, on va d'ailleurs classer le lieu comme monument historique en 1840. Malheureusement, en deuxième moitié du 19e, il est encore abandonné. Il va falloir attendre le début du 20e siècle pour qu'on recommence des fouilles et il y aura des successions de phases, alors à la fois de fouilles et de restauration, pas toujours très bien réalisées. À la fin du 20e siècle, le lieu est vraiment pas dans un très bon état, on est obligé de le fermer au public à cause de la végétation, de l'usure, de ces restaurations aussi malheureusement qui rendent parfois en fait les structures plus dangereuses qu'auparavant. Les dernières grandes campagnes de fouilles, ça a été entre 2007 et 2010, et là on a pu continuer à en savoir plus sur le lieu et notamment dater les différentes étapes de construction. Alors justement, parlons un peu plus de ce théâtre et de ce qui est visible aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un édifice de spectacle mixte. C'est souvent le cas dans les villes de province de l'Empire romain. On n'est pas à Rome, donc on construit un lieu pour accueillir tous les différents types de spectacles. On voit donc principalement aujourd'hui l'arène. Elle est entourée de cet ensemble de gradins, qu'on va appeler la cavea. Il y a également une grande galerie périphérique qui servait principalement à l'accès justement aux gradins. Et il y avait aussi un bâtiment de scène qu'on a pu identifier, malheureusement pas encore fouillé dans son intégralité, parce qu'en fait il se trouve sous la route départementale et la place Félix-Faure juste en face du théâtre. Alors pour les dimensions, si on prend d'est en ouest, on a à peu près 106 mètres, et évidemment de nord au sud, on peut pas déterminer exactement, puisque comme on n'a pas fouillé bâtiment de scène, on ne sait pas jusqu'où ça s'étendait. On voit bien encore les deux grandes entrées d'est en ouest, qui étaient donc voûtées. D'ailleurs, si on regarde bien les murs, on voit en haut justement l'amorce de ces voûtes. Alors comme le théâtre est adossé à la colline du Taupin, ils ont utilisé en fait cette pente naturelle pour installer les gradins.
Et pour la partie supérieure, ils ont évidemment construit des murs et utilisé des remblais. Donc quand on est tout en haut, on est à peu près à 19 mètres du sol de l'arène. Évidemment, ces différents niveaux de gradins permettaient de placer le public en fonction de son rang social. En bas, on a l'ima ou le podium qui était réservé plutôt aux magistrats de la cité. Au milieu, c'est la média, c'est principalement destiné aux hommes libres. Et en haut, les classes populaires, les femmes, les esclaves sont dans ce qu'on appelle la summa cavea. Pour accéder au gradin, on a des entrées latérales qu'on appelle des vomitoires et qui permettent aussi une évacuation rapide en cas de problème. Alors comme je l'avais évoqué, le théâtre il a évolué, on a pu vraiment identifier les différents ajouts, donc on a vraiment 3 étapes entre la construction et les dernières modifications au IIe siècle. Ces extensions, elles nous prouvent aussi l'importance de ce théâtre qui devait accueillir beaucoup de monde puisque évidemment des gens de toutes les villes environnantes pouvaient venir assister au spectacle. Grâce à cette grande structure, l'arène pouvait accueillir différents jeux, donc ça se divise principalement en 3 parties. Le matin, on a les chasses d'animaux. Alors attention, on n'est pas sur des animaux très exotiques, il ne faut pas avoir dans l'idée qu'on ramenait des lions, des girafes, des panthères, ça coûtait extrêmement cher. Souvent on allait plutôt utiliser tout simplement les animaux qui étaient autour de chez nous, donc par exemple des sangliers ou des cerfs. Ensuite on a les ludi meridiani, donc ça c'est vraiment les jeux du midi, qui servent un peu d'entracte pour distraire en attendant les jeux de l'après-midi. Bien évidemment ensuite on a ce qui est le plus attendu, les combats de gladiateurs. Alors ne soyez pas surpris de voir aujourd'hui sur le côté de l'arène ce qu'on appelle un balnéaire, donc en fait ce sont des petits thermes, des bains privés. Alors ils ne servaient pas aux gladiateurs pour se rafraîchir entre les combats, en fait ça a été rajouté à la fin du IIIe siècle quand le lieu est devenu un lieu d'habitat et n'était plus du tout utilisé pour les spectacles. Donc ce théâtre, en fait il faut quand même savoir que c'est un des édifices de spectacle antiques les mieux conservés et les plus grands du nord de la France. Une petite anecdote aussi intéressante à savoir, c'est qu'en 1831, le préfet M. Dupont Delporte voulait créer un lieu justement pour accueillir tous les objets, les vestiges qu'on avait retrouvés à Lillebonne, et c'est comme ça qu'on va créer le musée des antiquités qui est installé à Rouen. C'est pourquoi vous pouvez aujourd'hui y voir des objets qui viennent de Giulio Bona, et notamment cette très belle mosaïque qui est installée au sol du musée. Mais si jamais vous allez visiter le théâtre, n'hésitez pas à continuer la visite en allant juste en face au musée Giulio Bona où il y a encore une fois beaucoup de collections sur tout ce qu'on a pu retrouver vraiment dans la ville, et puis ça vous permettra aussi d'en savoir un peu plus sur la vie quotidienne d'une ville gallo-romaine. Alors une petite chose quand même assez importante à savoir, c'est que l'entrée du théâtre de Lillebonne, elle est libre et gratuite. Des visites guidées aussi sont proposées, ça vraiment je vous invite à y participer parce que ça permet vraiment de faire vivre le lieu, de vraiment comprendre toute l'organisation du théâtre. Il y a aussi pas mal d'ateliers pour les enfants qui sont proposés là cet été. Je vous mettrai de toute façon dans la description de cette vidéo des liens et n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil à la programmation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez vous aussi l'Antiquité et si vous avez déjà visité le théâtre de Lillebonne. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime sous celle-ci et je vous dis à très bientôt.